Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci à Radio Val de m'accueillir, car finalement, c'est à bien regarder depuis 6 ans. C'est pas arrivé si souvent, évidemment, bien sûr, au moment des vœux. Et je trouve que c'est un moment de démocratie de pouvoir, en cette période électorale, dérouler notre programme et surtout répondre aux questions des Avalins. Donc je remercie Radio Val d'organiser cette interview. Et vous me connaissez, je suis Patrick Martin, je suis votre maire sortant, conseiller municipal depuis de nombreuses années, 1995 le premier mandat, adjoint au maire à l'époque de Bernard Cattelan. Et puis au fil du temps, toujours cette passion pour la chose publique, jusqu'en 2020, où on a été avec la liste à l'époque Visionnaires Ensemble, élus aux affaires, voilà, depuis 6 ans, avec la période Covid au départ. Et puis maintenant, en 2026, avec une nouvelle élection, une équipe motivée, Impulsion Avaline, en partie renouvelée. Voilà, donc j'ai été destinataire des questions. Encore une fois, merci à Radio Val. Et puis je vais tâcher au mieux d'y répondre. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire sur ces préoccupations des Avalins, c'est que les Avalins ne sont pas tous identiques, en fonction évidemment de leur âge, de leur travail, de leurs revenus, de leur projet d'avenir sur Val d'Isère. Ils n'ont pas tous les mêmes problématiques. C'est d'ailleurs la difficulté d'être maire, et avec son équipe, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et il faut satisfaire à toutes les demandes individuelles, mais tout en gardant effectivement la notion qui est très importante pour nous de l'intérêt général. Je pense qu'il aurait été bien de poser la question de manière globale, faire un espèce de sondage, mais peut-être que Radio Val le fera. En tout cas, les questions qui sont proposées soulignent ces préoccupations. La première, celle que j'ai beaucoup entendue pendant la campagne, c'est les travaux et tout ce qui tourne autour, la tenue des chantiers, etc. Oui, il y a beaucoup de chantiers à Val d'Isère, on s'est déjà exprimé longuement là-dessus, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord renforcé le tarif de l'occupation du domaine public. Avant, c'était un petit peu open bar, là c'est quelque chose de très normé, très cadré, et les tarifs ont été multipliés par 20. Et puis encore plus récemment, nous avons renforcé l'arrêté de chantier pour obliger les entreprises sur lesquelles on ne peut pas forcément avoir beaucoup de pression par des systèmes d'amende. Donc nous avons renforcé l'obligation des entreprises à respecter en tout cas les dates et la propreté et le barriérage de leur chantier. J'ai été beaucoup interrogé aussi sur les finances de la commune. Donc je tiens à rassurer les électeurs, les finances de la commune sont saines. La commune est désendettée de 11 millions d'euros sur la période, bien que nous ayons investi quasiment 40 millions d'euros sur les 6 années à venir, hors budget régie des pistes. Donc voilà, il y avait des excédents qui nous permettent d'alimenter un budget d'investissement et de continuer à investir pour les Avalins. Sur l'état du village aussi, la propreté, j'entends beaucoup, quand les chantiers ne sont pas démontés en temps, eh bien à la fonte des neiges comme en ce moment au mois de mars, tout cela n'est pas très, très propre. Beaucoup ont entendu parler aussi des routes et de leur état. Alors une grande partie est liée au département, bien sûr, je le rappelle à chaque fois, la RD 902, d'où l'intérêt d'avoir des relations soutenues, des fois un peu vives au niveau des négociations, mais avec le département, mais c'est valable aussi pour la région, la communauté de communes et la DDT et toutes les entités, ce qu'on appelle les services de l'État, avec lesquels on est obligé de travailler. On ne décide pas tout seul à Val d'Isère, c'est vraiment important d'entendre ça. Et puis, j'aurais pu le mettre en premier, évidemment, le logement. C'est une tension terrible, c'est pourquoi notre document d'urbanisme, le PLU, a ciblé des parcelles qui vont être dédiées exclusivement au logement des permanents et des saisonniers. Et puis les hôteliers devront produire obligatoirement des logements pour leur personnel. Et enfin, quand il y aura des promotions plus classiques de résidence secondaire, eh bien, il y aura l'obligation de produire 20% des surfaces à des tarifs qui seront négociés avec la mairie pour que tout un chacun puisse se projeter et se porter acquéreur d'un logement. Et puis la dernière, c'est la vie chère. Donc ça, Vivaldiz, avec le soutien de la mairie, fait un travail important, avec le CCAS également, pour avoir des systèmes de remise et d'apport en repas, en aliments, en boissons, à des tarifs qui soient accessibles à tous. Voilà les 5 préoccupations qui, à mon avis, sont les préoccupations principales. Incontestablement, ça sera le projet du face-à-face. Pas juste le bâtiment, le fait de le rénover avec un projet architectural ambitieux, mais tout ce qui va se passer à l'intérieur, toute la dynamique que ça va entraîner autour du sport, du ski, de nos enfants, de nos jeunes. Ça va être le cœur battant de Val d'Isère. Pourquoi ?
car déjà dans ce lieu, le club des sports est installé et on va renforcer non seulement la qualité des équipements, mais le club des sports, c'est quand même la raison d'être de Val d'Isère, c'est notre économie. Le ski, même si on développera l'été, peut-être aurai-je le temps d'en parler, c'est vraiment très important. Donc tous nos jeunes et leurs parents se retrouveront autour de ce club des sports, mais ça sera aussi un espace pour eux, que pas à travers du sport. Il y a un espace à Valin sur lequel on a fait du partage, des échanges avec la population, et puis l'ambition au niveau du clubhouse, d'une ouverture 12 mois sur 12 pour que les Avalins puissent s'y retrouver, et puis également évidemment cette grande salle des fêtes qui nous manque tant et qui permettra à tout un chacun de se rassembler en famille, avec des amis. Donc voilà, c'est vraiment stratégique, et je suis persuadé que ce bâtiment, il va, à travers ses usages, être très très important pour la suite de notre village et la vie qu'on a en commun. C'est également la raison de mon engagement sans faille et sans relâche pour les Jeux Olympiques de 2030. Parce que tout ça va créer du rêve. Alors pas qu'autour de ce bâtiment, parce que ce bâtiment il a été envisagé bien avant qu'on parle des Jeux Olympiques, mais c'est toutes les émotions que ça va créer autour de nos jeunes, de nos habitants, qui vont participer au JO autour de ce lieu. Et ça sera en quelque sorte notre héritage, et les Avalins pourront en être vraiment fiers, parce que du coup, ils l'auront financé tout seuls. Voilà, c'est vraiment important. Effectivement, je vous ai parlé des excédents en budget de fonctionnement, et bien là, ça permettra d'investir, et d'investir pour l'avenir. Donc oui, si dans 30 ans, on se retourne pour savoir ce qui s'est passé entre 2026 et 2032 ou 2033, eh bien, je pense que ce bâtiment sera vraiment la chose la plus importante que l'on retiendra. Alors d'abord, dire que le budget de la commune est extrêmement limité, il faut faire attention aux mots. Val d'Isère, c'est un petit village de 1600 habitants, et les recettes de la commune sont de l'ordre de 36 millions d'euros. Donc on est loin, loin, loin de choses limitées. Il faut bien en avoir conscience. Diriger une commune, c'est juste faire des choix. Mais avec des budgets qui sont extrêmement conséquents. Ne jamais l'oublier. Donc non, les finances de la commune ne sont pas limitées, mais on est obligé d'arbitrer, comme je viens de le préciser. Évidemment, ça ramène à la question précédente. Une partie des investissements devront être fléchés sur le bâtiment du face-à-face. Ça, c'est clair. On va devoir flécher nos excédents sur ce bâtiment. Mais pas que. On parle beaucoup également de l'été, sur lequel il faut nous réinventer. Je vous rappelle qu'on évolue quand même dans un climat où justement le climat change, et on doit profiter de notre richesse actuelle liée à l'hiver pour réinventer l'été. Donc des équipements touristiques pour l'été sont à l'étude. Je pense au développement du bike park, ou ce qui peut être porté au niveau de la vallée du Manchet pour réinventer tout cet endroit. Voilà, donc c'est vraiment important de préparer la suite, de préparer l'avenir. Et puis effectivement, il faut toujours continuer à investir pour nos habitants. On parle là d'élections municipales. On l'a déjà fait au niveau des isolations des bâtiments, mais aussi des écoles, des crèches et des logements. Ça, c'est vraiment important de garder des fonds pour cela. Et effectivement, puisque je parlais du logement, la finalisation, même si elle est portée par la Sacoval, du projet de logement des CIRS, ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais je tiens à rassurer les Avalins, les finances de la commune, elles sont bien tenues, bien gérées, et donc on a des capacités à investir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et c'est le travail de tous. Voilà, il n'y a pas de réduction de dépenses, mais on a fait ce qu'on appelle des plans pluriannuels d'investissement. C'est-à-dire quand vous prévoyez des gros investissements comme ça, il convient d'être prévoyant, de flécher des sommes, de regarder les rentrées possibles, éventuellement avoir un recours à la dette. Mais je vous l'ai dit, on a désendetté la commune de 11 millions et on ne la réorientera pas à ce niveau pour le face-à-face. Voilà. C'est les capacités de la commune sur des finances saines et qui permettent de continuer à investir. Alors, gagnant ou perdant, je vais être très très clair. Le conflit d'intérêts, il n'y a pas d'approche possible. Il est régi par des obligations réglementaires et légales. Donc pour réduire ce risque, c'est très très simple, c'est s'entourer de compétences et de valeurs, Donc à la mairie de Val d'Isère notamment, je me suis entouré de personnes qui me rappellent sans arrêt la loi et qui sont des garde-fous. Donc voilà, ce sont des gens qui ont des compétences notamment et des valeurs juridiques, mais par rapport au conflit d'intérêts, il n'y a aucune approche à avoir, j'insiste, on doit être, surtout quand on est élu, à l'époque où il y a un petit peu du élu bashing,
on doit absolument être exemplaire pour continuer à donner confiance aux électeurs et aux habitants dans les gens qui les représentent. N'oubliez pas que être élu, c'est s'occuper des autres, au détriment de sa vie parfois personnelle, de sa vie professionnelle, de sa vie sportive, affective. C'est vraiment beaucoup de temps consacré, même c'est un boulot à temps plein, notamment d'être maire, c'est pas quelque chose qui se conjugue à moitié, c'est vraiment quelque chose de très intense, passionnant mais très intense. Donc voilà, pas de conflit d'intérêt, même pas de soupçon de conflit d'intérêt, il faut être, je dirais, droit dans ses bottes ou sans bottes, dans ses baskets, pour être à l'aise, pour pouvoir porter, dans un souci d'exemplarité, la politique communale. Alors, sur la SEM, je porte d'abord un regard plutôt bienveillant. La SEM et ses équipes, c'est des gens qui sont engagés et qui consacrent beaucoup d'énergie pour faire briller Val d'Isère. Il ne faut jamais l'oublier. La SEM, c'est quand même l'outil des Avalins et des socioprofessionnels. Donc plutôt un regard bienveillant en tant que président. La mauvaise réputation, effectivement, la SEM, elle a connu des difficultés, essentiellement financières. Elle n'était pas managée. On voguait un petit peu jusqu'à présent, depuis de nombreuses années, avec des pertes qui étaient récurrentes. Je vous rappelle qu'avant, il y avait une association qui était l'Office du tourisme, qui était une association avec les socioprofessionnels qui adhéraient à cette association. Et puis il y avait la SEM, qui était plutôt la gestionnaire de nos établissements. Je pense à travers des DSP, en particulier avec le centre aquasportif, le CHO, la patinoire, et puis le parc du Manchet et le village des Aiglons. Voilà, tout ça a été fusionné en 2016. Et puis, c'était, nous disait-on à l'époque, pour à la fois garder la compétence tourisme et également faire des économies d'échelle. En pratique, on s'est aperçu qu'il n'y a pas eu d'économie d'échelle. Et en dehors de la période un petit peu exceptionnelle du Covid, eh bien, systématiquement, c'est une société qui était en déficit. Ce que l'on a fait depuis 2 ans, c'est d'abord de rétablir la comptabilité. Maintenant, on pilote, on sait où on en est. Et il y avait encore tout récemment, à la dernière Assemblée Générale qui suivait le conseil d'administration de la SEM, qui est reparti sur des résultats positif. Donc voilà pour ce qui est de la SEM et le regard porté. Sur la présidence, depuis 6 ans, j'ai assumé les deux, mairie et présidence de la SEM. D'abord parce que la période dans laquelle on a commencé, il faut ne pas l'oublier, était plutôt complexe. On s'était séparés à la fois du directeur général des services et du directeur de la SEM. C'était la même personne d'ailleurs, ce qui était une situation illégale, clairement. Donc du coup, on a rétabli ça. Et donc on a fait le choix, dans cette période compliquée avec le Covid, d'avoir une direction qui était assumée par la même personne. Eh bien, je peux vous annoncer, mais j'ai déjà dit, que je ne serai pas, bien sûr, si je suis élu maire, le président de la SEM. Et qui le sera? Alors d'abord, il y a un côté statutaire. Ça doit être quelqu'un qui est élu, issu du conseil municipal. La municipalité, elle a 72% des parts. Donc, de manière statutaire, le président de la SEM doit être issu du conseil municipal. Et puis après, il est élu quand même par un conseil d'administration. Et donner une réponse aujourd'hui, alors qu'il va y avoir une élection démocratique, ça serait un petit peu gonflé de ma part, je vais vous dire les choses clairement. Donc voilà, ça sera quelqu'un qui est issu du conseil municipal, qui se présentera et qui devra représenter l'ensemble des Avalins, mais surtout des socioprofessionnels, car il ne faut jamais l'oublier, la SEM touristique, elle est au service de Val d'Isère, de sa marque, et de ses habitants et de ses socioprofessionnels. L'important, effectivement, c'est d'avoir une stratégie. Ça, c'est vraiment fondamental, je l'ai dit dans la question précédente, stratégie de communication également, parce que à quoi sert cet office du tourisme? C'est l'outil des socioprofessionnels pour continuer à soutenir l'activité économique à Val d'Isère. Là, on ne parle pas d'habitants, on parle quand même un petit peu de business, et ça, c'est vraiment important. Donc, il faut que cette stratégie, elle soit commune à toute une liste, qu'on ait une vision commune. Et là, à Impulsion Avaline, on est serein, nous avons une vision commune, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. On est absolument raccord sur le fait que, 1, il faut bien sûr soutenir l'activité économique. 2, il faut quand même penser et réfléchir à la suite, puisque je l'ai déjà dit, mais on est dans le cadre d'un changement climatique et notre activité hivernale est très soutenue. Donc il faut prévoir la suite, qui sans doute sera plus portée sur un développement de l'été. On cherche déjà à étirer l'été, et puis il faudra que l'activité économique et les investissements, j'en ai parlé tout à l'heure, du face-à-face, du jardin qui ira autour, puisque le face-à-face, il ne va pas être tout seul, il va y avoir des activités autour, en hiver comme en été. Donc ça, c'est vraiment important de développer ça. Donc voilà, vraiment notre vision des choses. Et puis il y a aussi la marque Val d'Isère, c'est très important qu'on la développe.
qu'on la renforce et qu'on la monétarise également, hein. Pour le moment, c'est un petit peu open bar. Et cette marque, c'est une marque qui est très forte. Nous avons une notoriété internationale incroyable. Moi, je m'en suis aperçu en tant que maire depuis 6 ans. Je le savais avant, mais on le sait encore plus, hein, avec l'expérience et le venant. On est vraiment une marque incroyable et il s'agit bien sûr à la fois de la renforcer, mais en même temps d'en tirer des bénéfices pour tout le monde. Parce que le but, c'est ça, hein, l'Office du tourisme, je vous rappelle, il est financé pour partie par la commune, par le biais d'une convention d'objectifs, pour partie par la taxe de séjour, qui est récoltée auprès des gens qui viennent à Val d'Isère en séjour, et puis pour partie par l'exploitation des DSP, avec ce qu'on appelle des compensations forfaitaires, que la commune a beaucoup augmenté pour qu'on ait un bon équilibre. Il s'agit quasiment, au global, de quasiment 8 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent et ça représente quasiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le quart du budget de la commune de Val d'Isère. Donc voilà, en termes de vision et de stratégie de communication, ce que nous envisageons pour la suite. Les Avalins, les socioprofessionnels, ensemble, ils l'ont demandé et ils le feront, j'en suis persuadé. Il faut le faire avec beaucoup de détermination et beaucoup d'assiduité pour faire avancer les dossiers. Nous avons été très clairs dans ce domaine, hein. Évidemment que l'objectif principal doit être de consolider et de renforcer notre clientèle fidèle. Voilà, gagner un client, c'est pas facile, mais quand on a un client qui est fidèle, c'est le meilleur promoteur de la station. Donc effectivement, avoir une vraie pensée d'abord pour la clientèle française et renforcer les actions pour la clientèle française. Je vous rappelle que ça représente grosso modo un gros tiers de notre clientèle, donc ça veut dire 2 tiers de clientèle étrangère. Évidemment, pour des raisons à la fois de bilan carbone, hein, on a diligenté un bilan carbone pour la station de Val d'Isère. Il n'est pas terrible chez nous, puisqu'on a beaucoup de clients qui viennent de très très loin. D'accord, donc renforcer vraiment la clientèle locale. Alors on a nos amis britanniques qui représentent plus de Français que de clientèle française, les Britanniques, mais aussi nos amis belges, les Allemands qui commencent à revenir chez nous, nos voisins espagnols, italiens. Donc d'abord l'Europe, et puis en dehors de l'Amérique du Nord, où on communique encore, les autres destinations, plus long courrier, que ce soit au Moyen-Orient, en Australie, au Brésil, on a beaucoup de Brésiliens sous l'action et la houlette notamment du Club des Sports, pas de communication ciblée, parce qu'il nous semble que notamment par rapport à la manière dont on a observé, par rapport au ski bashing, mais aussi dans notre démarche flocon vert, hein, qu'on a entrepris depuis 3 ans, je vous rappelle qu'on est dans une démarche de renouvellement de ce flocon. Il me paraît très important de se renforcer sur nos piliers. Donc je vous l'ai dit, rien qu'entre les Anglais et les Français, on a les 2 tiers de nos clients. Eh bien, aller chercher d'autres Européens, parce que c'est jamais bon de mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, les Belges, on sait que c'est des gens qui sont incroyables. Les Nordiques aussi, qui viennent régulièrement chez nous. Je le dis souvent, Danois, Suédois. Et moi, j'ai une petite affection particulière pour la Norvège. Donc j'insiste assez lourdement auprès de nos équipes pour qu'on puisse faire venir aussi des Norvégiens chez nous, mais la clientèle de proximité, sans forcément exclure, hein, on ne va pas mettre des barrières pour les gens qui viennent de plus loin, mais pas forcément une démarche proactive pour aller chercher des gens très loin. La réputation de Val d'Isère, elle est énorme, et donc du coup, les gens ils viennent quasiment tout seuls chez nous. Il faut entretenir tout ça, communiquer, et puis faire vraiment des actions de promotion beaucoup plus locales. On peut recommencer à ce qu'on avait fait à Paris à une époque, qui avait été un succès, mais également en Angleterre. On se déplace régulièrement pour des conférences de presse, à Londres, à Bruxelles, j'ai déjà dit, mais avec une vraie proximité. On a même de plus en plus de Suisses, ce qui est surprenant, puisque les Suisses ont des domaines skiables qui sont juste extraordinaires. Faire des benchmarks aussi proches pour voir comment ça se passe ailleurs dans les grandes nations concurrentes, Italie, Suisse, Autriche. Voilà un petit peu ce panel, donc pas de blocage, mais une promotion qui soit beaucoup plus sur des marchés plus locaux. On l'a vu, on l'a dit, pendant la période forte de la saison d'hiver, celle qui grosso modo va du 20 décembre à début avril, pas trop de problèmes pour faire venir de nombreux clients à Val d'Isère, mais ce qui fait notre force et notre caractéristique, c'est d'avoir une saison longue et puis, en hiver, et puis une saison d'été qui reste à développer. Tout cela doit être porté d'abord par de l'événementiel. On le voit en début de saison avec le Critérium, en fin de saison avec des événements comme le Festival Aventure et Découverte, mais aussi début de saison, nos premières traces et nos dernières traces en fin de saison sur lesquelles on porte des budgets importants pour renforcer tout ça. C'est valable également pour l'été, à travers d'événements sportifs, des fêtes de village. Voilà, c'est ce qui nous permettra de renforcer ces périodes creuses. Mais ce que j'aimerais dire aussi sur la clientèle proche,
mais celle qui est très proche, y compris celle du village. Les efforts que la collectivité a portés, notamment par rapport au tarif du forfait. Deux choses importantes, hein, et ça touche les familles. À Val d'Isère et sur l'espace Teen Val d'Isère, le forfait, il est gratuit pour les enfants en dessus de 8 ans. Je crois qu'il y a un seul autre domaine dans les Alpes qui fait ça. Donc on est vraiment très proactif pour les familles, ça c'est vraiment important. Et puis pour les locaux, la politique, et Dieu sait qu'il a fallu qu'on se batte. Hein, vous savez, à un moment donné, sur les forfaits, ça a été assez compliqué avec les services de l'État. Et nous nous sommes battus pour que les enfants de Val d'Isère puissent skier. Et donc la commune investit quasiment 150 000 € par an pour acheter ces forfaits et pour permettre aux familles, et en particulier aux enfants, de pouvoir skier. Et donc ce sont nos futurs ambassadeurs. Donc la clientèle proche, c'est vraiment important, mais nos habitants, nos enfants, localement, ils doivent continuer à faire du ski. Tout à l'heure, il y avait une opération qui était, nous sommes aujourd'hui jeudi, une opération qui était portée par le département de la Savoie pour faire skier les enfants de Savoie. On s'est aperçu que quasiment un enfant sur deux en Savoie n'était jamais venu dans une station de ski. Alors de là à pratiquer du ski. Donc voilà les efforts qui sont faits par la commune pour recevoir ça, par les remontées mécaniques pour fournir des forfaits, par les moniteurs pour accompagner. C'est vraiment important, déjà en Savoie, de développer cette affection et cette pratique du ski. Il y a d'autres plans qui sont aussi liés au nordique et au nautique aussi. On est un département où il y a 2 lacs et où il y a aussi des activités nautiques sur les rivières, en particulier sur l'Isère. Donc voilà, tous ces plans, ils sont vraiment importants pour donner le goût du ski et le goût de la montagne. Parce qu'il ne faut plus parler que du ski, mais aussi de la montagne. D'abord aux locaux, aux petits Savoyards et plus largement au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Petite pointe d'humour déjà, il semblerait que c'est vraiment du en même temps, à la fois les jeunes et à la fois les anciens. Mais continuer d'attirer davantage les jeunes, s'il y a bien un dossier sur lequel nous sommes battus, c'est de faire sortir le permis pour l'UCPA à Val d'Isère, qui est un projet ambitieux qui permettra, dans un centre rénové, à 300 jeunes chaque semaine, jeunes et moins jeunes, mais 300 jeunes, à venir à des tarifs attractifs, puisqu'il faut renouveler la clientèle. De nombreuses personnes ici, même un ancien maire à Val d'Isère, est arrivé par le biais du CPA. Donc ça, c'est un dossier qu'il faut absolument faire sortir, qu'on a fait rentrer d'ailleurs dans la loi olympique, puisque cette UCPA renouvelée pourrait héberger un certain nombre d'athlètes pour les épreuves en 2030. Donc ça, ce dossier de l'UCPA, il est vraiment important. Sur la politique tarifaire, j'en ai parlé aussi, moins de 8 ans, on vient skier gratuit. Avant 18 ans, il faut le rappeler, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la commune de Val d'Isère. Quand vous faites un tarif en matière de transport, il doit être appliqué à tous les enfants du monde. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc ces tarifs, ils sont vraiment, évidemment, discutés avec notre délégataire actuel, la SCVI, pour qu'il y ait des tarifs qui soient attractifs. En été, toutes les activités qui sont proposées également sont d'abord essentiellement dédiées aux familles. Au niveau du VTT, on a fait de gros efforts, notamment pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop élitiste et qui donne envie aux familles de venir pratiquer chez nous. Et puis pour les seniors, alors ils sont bien sûr les bienvenus, la plupart, ou de nombreux seniors sont propriétaires à Val d'Isère. En termes de tarifs de ski, vous le savez, c'est souvent l'objet de private joke entre nous, à partir de 65 ans, vous avez un tarif dérogatoire sur le tarif des forfaits, et à partir de 75 ans, et on s'aperçoit qu'il y a de nombreux seniors qui ont plus de 75 ans, eh bien le domaine skiable est gratuit, ce qui des fois surprend notre clientèle, on en parlait tout à l'heure, américaine, qui nous disait mais vous êtes fous en France, nous on vient chez vous puisque à 75 ans on peut faire du ski gratuitement, et alors que dans des destinations lointaines ou aux États-Unis le forfait est à $300 la journée, ils sont tout contents de venir à skier chez nous. Voilà les grands axes, hein, donc renforcer l'hébergement qui soit attractif. On a perdu des grandes écoles qui venaient faire leur fête chaque année, hein, parce qu'ils avaient des problèmes, des difficultés pour trouver des hébergements. Donc cette notion d'hébergement à des tarifs attractifs, elle est vraiment importante. La montée en gamme, ça va bien, mais au bout d'un moment, il faut savoir garder raison et garder des hébergements qui soient atteignables pour presque tout le monde. Hein. Il faut bien voir que le ski est une activité qui coûte assez cher. C'est comme ça, mais d'où l'intérêt aussi de maintenir globalement des colonies de vacances, des accompagnements et des accompagnants, comme je vous en ai parlé ce matin avec l'opération qui est menée par le département de la Savoie. Si on considère que les Jeux Olympiques, ce n'est pas du business, et que c'est autre chose, c'est une dimension supplémentaire, je n'y vois que des avantages. Des contraintes, il y en aura quelques-unes, puisque la station, elle va être entièrement dédiée entre le 1er février et le 15 février 2030, et même
un petit peu avant à l'organisation et à l'accueil de nombreuses personnes, des sportifs, des journalistes, des visiteurs du monde entier. L'objectif, c'est pas de mettre la station sous cloche. Donc ça, en dehors de cette contrainte, mais c'est peut-être même pas forcément une contrainte, c'est plutôt quelque chose de valorisant pour notre destination. On parle souvent d'ADN, mais ce sont nos valeurs, le sport. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du face-à-face. L'olympisme, c'est quelque chose qui a toujours fait briller les yeux des Avalins. Alors il y a un souci de dépenses, on nous dit qu'il ne faut pas dépenser trop d'argent, tout ça, il y a des choses qui ont été très cadrées avec le COJOP, mais ça entraînera une dynamique sportive incroyable, ça nous mettra une notoriété encore plus renforcée et de l'envie notamment de s'engager pour les enfants dans une pratique sportive. Imaginez un jeune aujourd'hui qui a 18 ans et qui a la possibilité d'avoir des épreuves, et j'en connais, des épreuves, alors soit à Val d'Isère, soit dans les Alpes françaises, c'est une motivation incroyable. Et puis après, il y a petite chose juste irrationnelle. Je ne sais pas si vous avez suivi toute l'histoire, on était sur la carte, on n'y est plus, on revient. Et quand le président de la région nous demande de monter un dossier en décembre 2023, à l'occasion du Critérium, pour savoir ce que Val d'Isère pourrait faire, et bien du coup on a sondé tout le monde et en un temps extrêmement record, les propriétaires, les Avalins, les commerçants, les hôteliers, la STVI, le Club Med. Tout à l'heure, je me suis mélangé un peu, j'ai dit Club Med et Club des Sports, mais c'est bien le Club Med. Tous les hébergeurs nous ont dit, nous on est OK, on est partant. Voilà, parce que c'est notre ADN, on a envie de le faire, on l'a toujours fait, on excelle là-dedans. Donc voilà, c'est fort de cet enthousiasme que pendant 30 mois, je me suis battu, jusqu'encore tout récemment, pour que Val d'Isère soit réintégré sur la carte préférentielle des sites. Carte préférentielle des sites, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail, c'est comme ça, je trouve que ça ne va pas assez vite, mais c'est des choses qui vont être annoncées entre la fin des Jeux paralympiques, donc dimanche, et puis au mois de juin par le CIO, avec validation aussi des instances comme la Fédération internationale de ski sur le type d'épreuve. Voilà, c'est un élan incroyable, il faut savoir dans la vie recevoir, et à Val d'Isère on est plutôt gâtés, mais il faut aussi savoir donner. Donc les Jeux Olympiques, ça ne se refuse pas. Ça sera la deuxième fois. Pour ceux qui l'ont vécu en 1992, dont je fais partie, c'est juste incroyable les images qu'on en garde et puis la réputation et la renommée que ça nous a donné et l'élan aussi au niveau sportif. Voilà, donc pourquoi les Jeux Olympiques, ça ne se discute même pas. Et si tant est qu'on ait une petite baisse économique, ce qui n'est pas certain, on s'en remettra assez vite. La CDA, actuellement, à travers sa filiale, la STVI, c'est notre partenaire. Donc moi, quand j'ai un partenaire, je travaille avec lui en confiance, je suis ferme, je tiens des positions, mais en même temps convivial, puisqu'on est là pour le bon résultat de notre destination. Donc moi, je n'ai pas de posture concernant la CDA, c'est plutôt un bon opérateur de remontée mécanique, mais ce qui nous pénalise actuellement, c'est qu'on a un contrat qui nous lie, et il faut savoir respecter les contrats, qui n'est pas de très bonne qualité. D'abord, c'est un contrat qui est ancien. Alors 50 ans pour un individu, c'est pas très vieux, mais pour un contrat de délégation de remontée mécanique, c'est très très long. Il a été avenanté un certain nombre de fois. Je rappelle que le dernier avenant important, c'était le numéro 12, que j'ai discuté pour le coup avec la STVI et la Compagnie des Alpes pour améliorer la redevance qui est versée par la STVI à la Régie des pistes, notamment pour trouver un bon équilibre financier et que la Régie des pistes ait une vraie autonomie financière. Voilà, donc pas d'a priori sur la CDA, pas non plus de copinage, j'ai entendu à peu près tout, mais ce sont des gens plutôt compétents, avec qui c'est agréable de travailler. Et concernant le renouvellement de la DSP, alors d'abord, il faut être très clair, il ne faut pas donner la réponse à la question avant même d'avoir réfléchi. Il n'est pas certain qu'on reparte sur une DSP en 2032, il y a plein de modes de gestion. Grosso modo, soit on a un mode de gestion en interne, ça c'est une solution, comme on choisit de le faire nos voisins Tignard, soit on construit un nouveau contrat, dont on définit les termes. Je vous ai dit que le contrat actuel n'était pas terrible, et on va essayer de l'améliorer si c'est vers cette voie qu'on se décide, et on se décidera collectivement en interrogeant la population, avec des réunions publiques, avec aussi un éclaircissement, parce qu'il y a des gens ont souvent des postures, donc il s'agit de bien définir. Et puis une fois que ce contrat s'est défini, qu'on a défini les termes en fonction de mission, chez nous, vous voyez, la STVI, elle s'occupe des transports à travers la remontée mécanique, mais aussi par le biais de leur filiale de Train Rouge. Voilà, c'est des choses qui sont assez uniques à Val d'Isère, dans d'autres communes, ce n'est pas le cas. Une fois qu'on aura bien défini tout ça,
on fait un appel d'offres. C'est un appel d'offres européen. C'est pas une histoire entre amis qui signe au coin d'une table. Hein. C'est vraiment très bordé. Et puis si cette solution qu'on choisit et vers laquelle on va, et si la CDA est la mieux disante à ce moment-là, eh ben c'est la CDA qui sera retenue. Si c'est quelqu'un d'autre, eh bien ça sera quelqu'un d'autre. Mais le plus important, c'est d'abord le choix du mode de gestion. Et puis si on va vers une délégation de service public ou un mode similaire, eh bien, il s'agira de bien définir le contrat. Et puis après, de choisir le bon partenaire avec les investissements qui iront bien. Ça va être stratégique parce que ce contrat, il va s'étaler sans doute sur une trentaine d'années jusqu'en 2062. Je ne serai plus là pour le voir, mais 2062, ben, les époques auront changé, la météo sera plus la même, la quantité de neige ne sera plus la même. Voilà, donc on a besoin de réfléchir à tout ça. On a un peu moins de 6 ans parce qu'il s'agira d'être plutôt proactif en parallèle des Jeux Olympiques pour définir ce fameux contrat, si tant est qu'on aille vers une DSP. À Val d'Isère, et il faut bien en avoir conscience, nous avons 3 trésors importants, en particulier l'été. Le col de l'Isran, c'est la plus haute route, le plus haut col routier des Alpes, il ne faut jamais l'oublier. Nos montagnes et notre climat, nos montagnes avec le parc national de la Vanoise, on est aux portes du parc national de la Vanoise, qui est le plus ancien parc national français, 1963. Très belle année, je le dis souvent. Et puis notre climat, vous voyez bien que le climat change, et nous on a cette chance en été, alors que c'était un inconvénient il y a encore une trentaine d'années, d'avoir un climat qui est plutôt tempéré, et ça permet de contrer les canicules qui arrivent régulièrement, hélas, dans les vallées. Et puis l'accueil de nos habitants. Val d'Isère, c'est un village. Voilà, donc sur ces 3 trésors, je le rappelle, le col de l'Isran, la montagne, notre climat, et puis nos habitants, ben c'est là-dessus qu'il faut capitaliser pour développer notre été. D'abord sur les périodes d'ouverture du col de l'Isran, souvent la deuxième semaine, le deuxième vendredi du mois de juin, et on se bagarre beaucoup avec le département de la Savoie pour qu'on tienne à ces dates-là, pour pas que tout ça, le col de l'Isran, il est déneigé en dernier, surtout dans sa partie côté Maurienne. Voilà, donc c'est ces 3 trésors qu'il faut capitaliser. Également auprès de nos copropriétaires. Hein, l'été, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires, qui ont leur hébergement ici, qui sont contents de venir. Et puis effectivement, en donnant l'envie au plus grand nombre de socioprofessionnels, commerçants, résidences de tourisme, hôteliers, d'ouvrir. Il y a un opérateur économique important qui est le Club Méditerranée, qui pendant des années et des années n'a pas ouvert à Val d'Isère, et Dieu sait qu'on lui reprochait. Et puis du coup, il s'y est mis, et finalement, il a des taux de remplissage qui sont importants. Pendant la période Covid, un peu exceptionnelle de l'été 2020, et puis surtout de l'été 2021 aussi, on a connu un espèce de boom où il y a eu jusqu'à 16 ou 18 hôtels à Val d'Isère qui étaient ouverts et qui globalement ont travaillé. Et puis après, il y a eu une redescente, une décrue, mais on est sur des niveaux qui sont quand même plus importants de ce qui se faisait avant la période Covid. Voilà, et puis il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que la collectivité, son rôle, l'Office du tourisme, on en a parlé, c'est de donner le tempo avec les installations, notamment, hein, alors en tenant sur ces dates de juillet-août. Et puis après, tester aussi également au niveau des séminaires. Si au mois de septembre, on trouve, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'il faut faire des séminaires quand les hôtels sont ouverts, ou est-ce que les hôtels vont ouvrir quand il y a des séminaires? Bien, fort de tout cela, de ces 3 trésors, et en ayant une politique dynamique, moi je suis persuadé qu'avant que la nature nous l'impose, nous avons un intérêt très vif à développer nos saisons d'été. La réponse est presque dans la question. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que sous notre action, Val d'Isère n'a jamais été aussi proche de Bonneval. Nous avons travaillé avec Bonneval par rapport à leur volonté d'être classé grand site remarquable, notamment avec le col de l'Isran. Nous avons réinitié des fêtes communes au mois de juin. J'ai souvenir de fondus mémorables dans le restaurant La Cascade à Bonneval. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Il faut aussi qu'on ait bien en idée que Val d'Isère, c'est le paradis du ski. Hein, on le dit souvent, alors on dit la Mecque, le paradis. Donc envisager éventuellement un afflux de skieurs supplémentaires sur notre domaine skiable, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais surtout, évidemment, la question, on parle du parc de la Vanoise, il faut bien avoir conscience de ça, mais surtout, on parle de la commune de Bonneval-sur-Arc, hein, je vous rappelle, le Pisaya, c'est à Bonneval-sur-Arc, la nouvelle remontée mécanique, elle arrive pour les 1/3, le télécabine du Vallon de l'Isran sur la commune de Bonneval, donc cette question, il faut déjà la poser au bon avalin.
mais moi j'ai donné la réponse, c'est-à-dire autant développer vraiment beaucoup de choses en été ensemble, en hiver, ça ne me paraît pas raisonnable d'envisager cette reliaison, mais c'est un problème qui concerne d'abord et avant tout les Bonavalins. Ils ont prolongé leur concession aussi jusqu'en 2032. Ils se sont alignés avec celle de Val d'Isère. C'est un espèce de bras tendu aux petits frères ou aux grands frères. Vous le prenez du côté que vous voulez pour faire les choses ensemble. Donc nul doute que dans les années à venir, à partir de lundi prochain et jusqu'en 2032-2033, le travail en commun il va devoir se faire sur le mode d'exploitation des remontées mécaniques, mais aussi sur toutes les problématiques de l'été, du col de l'Iseran, de son développement. On a beaucoup d'ambition sur le développement du col de l'Iseran, mais rien ne se fera sans nos amis Bonavalins aussi. Voilà toutes les choses que je pourrais dire. Envisager aujourd'hui cette remontée mécanique ne paraît pas raisonnable. Dans les années, puisque j'ai la chance d'être, non pas aux affaires, mais à la table du conseil municipal depuis de nombreuses années, et bien même avant 89-95, je me souviens du premier adjoint de l'époque avec un dossier sous le bras, on n'en était pas loin, et les Bonavalins à l'époque avaient dit non. Et je pense que c'est à cette époque que, en dehors de la pertinence ou non, que la page s'est tournée. Je l'ai dit en début d'interview, le logement, c'est le sujet majeur. Pas qu'à Val d'Isère, dans quasiment toutes les communes de France. Mais ici, c'est poussé à son paroxysme. D'abord parce qu'il y a une pression très importante de la clientèle au niveau de l'achat des logements. Et puis parce que notre territoire, bien qu'il soit immense, mais sa partie urbanisée, elle est toute petite, urbanisée et urbanisable. Il faut bien le voir qu'il y a des lois comme la loi ZAN qui nous a contraints dans notre nouveau PLU à diminuer encore plus la possibilité de construire. Voilà, donc ça c'est vraiment important de bien le comprendre, mais toute notre action, notamment dans la rédaction de notre document, c'est un peu technique, mais le plan local de l'urbanisme, ce sont les règles qui définissent la capacité à régir les règles de l'urbanisme à Val d'Isère. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé déjà certaines parcelles seulement sur le logement permanent. Ce sont des parcelles communales. Je pense à celle qu'on appelle le parking des pisteurs. Je pense à la AH19 qui est au pied des Caras. Je pense aussi à la zone de la Droite sur laquelle il y a des possibilités. Donc déjà, sur ces zones-là, sur ces parcelles-là, rien d'autre que du logement permanent pourra se construire. Sur la taille des logements, évidemment, moi je comprends l'envie et les besoins de chacun d'abord de fonder une famille et d'avoir le logement le plus grand possible pour accueillir cette famille. Là, une fois de plus, ce que je dis souvent aux gens jeunes, lancez-vous, les solutions, vous les trouverez. Si vous attendez d'avoir le logement suffisamment grand pour agrandir votre famille, je ne sais pas, il faut avoir une forme d'insouciance pour être parent. J'ai 3 enfants, je sais ce que c'est. Voilà, donc la taille des logements, bien sûr, mais c'est aussi important d'avoir des équipements collectifs qui, si votre logement est plutôt de petite taille, et ce qui est le cas à Val d'Isère, il faut dire les choses clairement, vous avez les possibilités de vous rassembler dans des choses collectives, et à Val d'Isère, pour ça, on est quand même plutôt bien aidé. Et puis ça dépend évidemment des compositions familiales. On vient de finir le recensement, et vraiment, c'est important que le nombre d'habitants à Val d'Isère reste constant. Sur la taille, voilà, on l'a fait quand on a produit les sources, plutôt des studios et des F2, et dans le bâtiment qui va s'appeler les CIRS, dont on a déjà commencé le terrassement et qui sortira à l'automne 27. Alors pour certains, ça paraît très long, parce que quand vous êtes coincé dans un petit appartement avec vos 2 enfants, c'est long et il faut savoir être patient. Mais on est allé sur des tailles de logements qui sont plus grands, avec un grand nombre de F3 et de F4, justement, pour accueillir les familles. Voilà sur la taille, en tout cas les logements, et la capacité à produire avec notre document d'urbanisme. Je l'ai dit, ce n'est pas un problème qui est lié seulement à Val d'Isère. Nous avons fait, au niveau de la communauté de communes, un travail important en définissant ensemble ce qu'on appelle un plan local de l'urbanisme, de l'habitat. Donc vraiment, c'était un plan local de l'habitat. C'est vraiment important ce travail collectif parce qu'il y a des solutions qui peuvent se trouver, parce que la problématique elle amène à Bourg-Saint-Maurice, à Sainte-Foy, à Tignes, voilà. Et puis nous avons, au niveau de notre document, une fois de plus, identifié des terrains qui sont des terrains communaux. À Val d'Isère, on a la chance d'avoir une SEM locale, qui n'est pas un bailleur social, mais c'est une SEM qui gère le logement, un certain nombre, plus de 500. C'est elle qui porte les travaux au niveau des sources. C'est elle qui va les apporter au niveau des sources, qui va les porter de nouveau au niveau des CIRS. On a appelé l'immeuble les CIRS parce qu'il y avait des petites plantes qui nous ont un petit peu fait perdre du temps.
voilà. Mais aussi, on a ciblé un certain nombre de bâtiments, je l'ai dit, à surélever pour répondre à ces questions-là. Donc moi, ce que je dis à chacun des socioprofessionnels, d'abord, il faut qu'ils se prennent en main. C'est très important, on ne peut pas tout attendre de la collectivité. Mais quand même, malgré tout, ces organismes, la Sacoval, l'OPAC de la Savoie aussi, où il y a quelques possibilités, pas suffisamment. On n'est pas très accompagné par cet organisme-là. Et puis la Sacoval, eh bien, il faut s'inscrire sur les listes qui sont des fois bien remplies, pour être honnête. Mais voilà, et puis s'ils veulent se regrouper et qu'on peut les aider à trouver des solutions, notamment à travers du foncier, eh bien, on les aidera. Voilà, notre document d'urbanisme aussi, le PLU, il oblige, je l'ai dit déjà, mais tous les nouveaux hôtels en rénovation, en construction, à fournir forcément 10% de la surface construite pour le logement des personnels. Voilà, toutes ces mesures qui vont finir tout doucement par crever cette bulle spéculative, parce qu'on en est arrivé à des locations de studios qui sont un peu plus de 20 000 € la saison, et ça c'est mortifère. C'est vraiment un poison qu'on s'instille tous les jours, et le risque, évidemment, c'est d'en mourir, parce que plus on est des petites structures, plus c'est compliqué, c'est un commerçant qui vous parle, de trouver des logements pour faire venir des gens de qualité, de valeur, et surtout les fidéliser. Voilà, donc je pense qu'avec ces outils-là, eh bien, il y a moyen de trouver des bonnes solutions dans les années à venir, sachant qu'il n'y a pas de baguette magique, on n'est pas là pour promettre des choses intenables. Voilà, il faut faire un travail de fond en commun avec la commune, les socioprofessionnels et puis les organismes comme la Sacoval. La sécurité, c'est un sujet régalien qui appartient à l'État. C'est un sujet régalien qui appartient à l'État. Les forces de l'ordre, la défense du territoire, c'est un sujet régalien de l'État. D'où l'importance pour nous, petites communes, grandes stations et petites communes, d'entretenir des relations très saines avec les services de l'État, régulières. Je pense à la préfecture, je pense à la gendarmerie, je pense à la DDT, pour résoudre ce problème. Alors on peut faire de la sensibilisation, on peut sensibiliser aussi les socio-professionnels, puisque quand il y a des problèmes d'alcool, en tout cas, l'alcool il est soit vendu dans les supermarchés, soit il est vendu dans des restaurants, boîtes de nuit et boire, donc il faut sensibiliser les gens à ça. Mais ne pas mélanger. Un maire, il a des tas de capacités, de possibilités, il peut parler beaucoup, il peut influencer beaucoup, mais ces problèmes de sécurité notamment, et Dieu sait qu'on est en contact régulier avec les services de l'État et la préfecture, c'est ça qui permettra de résoudre sur le problème de l'alcool. Sur le problème de la drogue, c'est un fléau. C'est un fléau. Moi, c'est quelque chose qui mérite au plus haut point, puisque quand il y a des fournisseurs de drogue, et puis aussi des consommateurs, il faut bien en avoir conscience, surtout quand c'est des consommateurs qui sont autour de nous, qu'on connaît, eh bien, il faut faire œuvre de beaucoup de prosélytisme pour convaincre les gens de dire que ceci est plutôt néfaste. J'ai reçu la commandante de groupement, la colonelle Dubouis. Elle a 580 gendarmes sur le territoire du département et elle m'a affirmé que son objectif principal, qui était relayé depuis les services de l'État et les ministères, c'est cette lutte contre la drogue. Voilà, pour bien vivre ensemble. Parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé quelles étaient les 5 préoccupations des Avalins. On a quand même de la chance à Val d'Isère de ne pas avoir 2 préoccupations principales qui touchent tout le territoire national. Nous avons du travail. Il n'y a pas de problème d'emploi à Val d'Isère. C'est quand même important de le savoir parce que ce n'est pas le cas de partout. Il faut bien en avoir conscience. Et pas trop, je ne veux pas m'emballer, mais pas trop de problèmes de sécurité. C'est-à-dire que nos enfants peuvent vivre, et puis les adultes également, dans une relative quiétude. Et ça, c'est extrêmement précieux. Il convient de le conserver. Et ça, c'est l'affaire de tous. Donc sensibiliser tout un chacun, dès le plus jeune âge. Et puis les parents également. Et puis les socioprofessionnels pour lutter contre ça. Et puis faire confiance aux services de l'État et travailler main dans la main avec eux. On ne peut pas être isolé, il ne s'agit pas d'aller juste lever le doigt quand on a besoin des services, mais il faut savoir entretenir cette relation au quotidien. Le déneigement des trottoirs. Avoir de la neige sur les trottoirs, il faut considérer que c'est quand même plutôt une chance, parce que le jour où on n'en aura plus, on sera plutôt malheureux. C'est la première chose. Deuxièmement, si on observe, et moi j'ai la chance de vivre ici depuis 40 ans, eh bien, de la neige sur les trottoirs, il y en a, mais il y en a moins qu'avant et moins longtemps. Vous voyez, on est juste, même pas à la mi-mars, et même s'il a reneigé cette nuit, eh bien, il n'y a pas beaucoup de neige sur les trottoirs. Ce que nous avons fait, nous nous sommes rendus notamment au salon des maires, parce qu'on a des solutions qui sont un peu toujours les mêmes, avec des engins qui sont des fois surdimensionnés, notamment par rapport aux trottoirs. Et au salon des maires, il y a de tas de solutions techniques qui ne sont pas forcément extrêmement coûteuses, mais qui permettent aux agents et aux services techniques d'aller vers des solutions plus rapides, plus efficaces. Voilà, on vit en montagne, il arrive que les trottoirs glissent. La solution de mettre du sel à tout va
me paraît pas une bonne solution, d'abord parce qu'elle n'est pas très écologique et c'est quand même pas terrible, et puis ça massacre à peu près tout ce qui est moquette et revêtement de sol de tous nos établissements. Voilà, il faut aussi savoir, quand on vieillit, prendre les mesures qu'il faut, mettre des crampons et porter des bâtons, et puis faire confiance à nos services, qui sont des gens dévoués et qui font année après année un travail qui est plutôt remarquable. Mais oui, quand il a neigé, juste au moment de la chute de neige, il arrive que les trottoirs soient glissants, il faut être vigilant, faire confiance aux services, j'insiste, et puis parfois se montrer patient, parce qu'on ne peut pas déneiger toute une commune comme ça d'un claquement de doigts. Voilà, donc on déneige d'abord de manière prioritaire les routes. Très tôt, les communaux passent avec des fraises pour déneiger les trottoirs. C'est sûr que quand chacun rejette sur cette partie déneigée ce qu'il y a sur sa terrasse ou sur son balcon, ça donne l'obligation de refaire le travail. Donc il faut se montrer assez patient là-dessus. Voilà, mais une fois de plus, tant qu'on aura de la neige sur le trottoir, il faudra être prudent, mais se réjouir, puisque le jour où il n'y en aura plus, on sera plutôt malheureux. J'avoue ne pas comprendre cette obsession sur les services techniques. Parce que tout d'abord, il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect pour les agents communaux. Ce sont des gens qui, tous les jours, travaillent pour le confort, la sécurité et le bien-être de tous. Donc d'abord, tous ces agents, il faut avoir beaucoup de respect, et pas seulement pour le service technique, c'est valable pour tous les services, que ce soit l'administration générale, que ce soit les crèches, les écoles, l'urbanisme, le CCAS, la police municipale, du respect pour ces gens qui permettent au quotidien, par leur action, de faire que Val d'Isère travaille bien. Ils ont un travail qui est difficile, le service cadre de vie, je pense à eux aussi, pour maintenir la station au plus propre possible. Mais voilà. Mais c'est vrai que nous sommes un peu à la croisée des chemins, hein. Donc il faut déjà évaluer leur activité. S'il y a ce ressenti par rapport aux services techniques, c'est des choses qu'il faut évaluer, évidemment avec la direction générale, la direction des services techniques, et puis les agents qui sont sur place. Et puis il faut se poser une vraie question, c'est est-ce que l'on doit continuer, notamment au niveau de la voirie, parce que le service technique c'est la voirie, mais aussi les bâtiments, mais aussi le garage, continuer à travailler de la même manière qu'on travaillait à une époque? La réponse est dans la question, non, il faut changer, évoluer, se former, faire des benchmarks, aller voir comment ça se passe à l'extérieur pour être le plus efficient et le plus efficace possible, parce que tout ça est payé avec l'argent des impôts, des avalins, et donc il s'agit d'être le plus performant possible. Donc observer. Nous avons embauché à la commune de Val d'Isère une contrôleuse de gestion, voir l'efficacité des politiques publiques, les évaluer, et puis en fonction de ce résultat, améliorer les choses qui sont améliorables. Et nul doute que sur tout ce qui concerne en particulier les services techniques, mais pas que, il y a des progrès à faire, hein. On n'est pas non plus stable, posé en se disant on est les meilleurs, c'est pas vrai du tout. Mais voilà, du respect, et puis de l'observation de ce qui est fait, et puis de l'amélioration, évidemment, pour rendre un service au public le plus efficient, le plus efficace et le mieux géré possible. Les voitures. Les voitures, c'est vraiment important dans notre vie, hein. Donc la tension qu'il y a eu, notamment cette année en particulier, sur les réservations, pour les abonnements, pour les parkings couverts et extérieurs à Val d'Isère, avec le changement de concessionnaire. Les parkings à Val d'Isère, ils sont en délégation de service public, un peu comme le sont les remontées mécaniques, mais aussi le CHO et le centre aquasportif. Et puis la société SAGS a été vendue, a été rachetée par Q-Park, qui est le numéro 2 européen, donc en principe des gens qui sont de bonnes compétences. On les a alertés, vraiment, on leur a prévenu, c'est un moment de tension incroyable, c'est une spécificité avaline, 3 mois avant l'ouverture de la saison, sur le fait de pouvoir réserver un abonnement. Il y a 1100 places qui sont dédiées à des abonnements à la saison. Et bien malgré les alertes, et bien du coup ça a été une cacophonie incroyable. Ceci dit, à la fin des fins, parce qu'on est un petit peu stressé, c'est comme quand on a manqué de sucre dans les années 70 pour les plus anciens, à la fin, chacun a eu sa place avec un travail important qui a été fait en collaboration avec Q-Park, qui a pris conscience de ça, puisque ça leur a bloqué leur système d'informatique, et je leur ai dit, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Nous avons eu encore tout récemment un copil parking, avec la direction générale de Q-Park qui est venue à Val d'Isère. Ils ont amélioré leur système informatique. Voilà, il va y avoir un système également téléphonique de pré-réservation pour que d'abord il n'y ait plus cette période de stress, parce qu'en fait ce qui crée du stress, c'est que tout le monde se connecte en même temps, et il y a eu, m'ont dit, plus de 1000 connexions la première heure.
Donc ça fait exploser le système, les gens réservaient plusieurs fois, voilà, donc on va faire un gros travail là-dessus. Ça, c'est pour la partie abonnement. Sur la partie parking en général, ce que me relaye régulièrement à chaque réunion de station le délégataire, en l'occurrence maintenant Q-Park, c'est que nos parkings, ils ne sont jamais pleins. Ils ne sont jamais pleins, à l'exception de périodes de grande tension, critérium de la première neige, et puis la période qui tourne autour du jour de l'an. Donc ça veut dire qu'on peut en construire encore d'autres, mais pas beaucoup, puisque un parking construit à Val d'Isère, ça coûte assez cher. On a mis des zonages, je pense au zonage au niveau de l'UCPA, il y a le parking qu'on a réalisé au Fornay aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est 60 places supplémentaires qui vont permettre de donner une respiration au village. Et puis un certain nombre d'autres endroits qui ont été fléchés en zone rouge, puisque Val d'Isère, l'ensemble du zonage est assez tendu au niveau des risques, mais avec une possibilité de sortir en zone bleue pour porter un certain nombre de parkings. Il y en a aussi derrière le tremplin, voilà. On a zoné ça. Puis après, qui doit le faire? Le privé, le public. Bon, j'ai donné mon avis, on en a déjà beaucoup, mais si le privé peut s'engager là-dedans, il n'y a pas de problème. La personne, un privé qui a réalisé le parking au Fornay, il est plutôt content, il a tout commercialisé, et je pense que ça va amener des bonnes solutions au niveau du Fornay. Voilà, donc un axe important sur l'amélioration du système de réservation pour ne pas créer de stress, et puis la production, la capacité à produire un certain nombre de parkings, si toutefois on s'aperçoit qu'il en manque beaucoup. Le regard, il est plutôt positif. On n'avait pas de gare routière, on avait une espèce de zone morte dans laquelle on venait stocker des visiteurs, des bus, des navettes. Il n'y avait ni toilettes, ni bagagerie, ni rien du tout. Donc l'objectif, l'ambition, c'est de ça qu'est partie notre idée, c'est de transférer ça à l'entrée de Val d'Isère, alors à proximité de la Daille, mais pas à la Daille, hein, comme je l'entends parfois. Et du coup, on a une vraie gare routière qui permet pour les professionnels de mieux travailler, d'être mieux accueillis. On peut garer jusqu'à 16 bus, on peut recevoir des bus avec des remorques, le tout de manière assez confortable. Le point d'amélioration, parce que chaque fois qu'il y a du changement, il faut améliorer les choses. On l'a bien vu, c'est ce qu'on appelle le principe de réalité, c'est qu'il faut qu'on améliore à la fois l'amplitude horaire des navettes qui permettent d'aller de cette zone-là, c'est-à-dire la gare routière, jusque dans le centre du village et même plus loin au niveau du rond-point des pistes et des autres lignes de navettes, parce qu'à Val d'Isère, on a quand même 4 lignes de navettes qui tournent toute la journée avec des bus électriques. On est aussi une des rares stations. L'année prochaine, tous les bus seront électriques. Donc il y a ce souci d'amélioration, mais pour qu'on ne voit plus jamais ce qui arrivait avant, des bouchons dans Val d'Isère, on a des images avec des time-lapse, on filmait ça, c'était extrêmement dangereux, les bagages étaient posés au milieu de la route. Donc bien sûr, on travaille ces points d'amélioration, voilà, notamment, je le dis, cette connexion entre la Daille et le centre. Mais plus globalement, cette gare routière, c'est tout le travail qu'on a mené et l'ambition qu'on a par rapport à la plaine de la Daille. Le fait de la revégétaliser, rappelez-vous, la plaine de la Daille, en 2019, c'était à la fonte des neiges, un ancien circuit de glace. On avait un endroit qui n'était absolument pas végétalisé, il n'y avait rien, c'était vilain comme tout. Là, tout doucement, parce qu'il y a encore du travail, eh bien, il y a la pump track, il y a toute l'activité, toute la vie qu'il y a autour, il y a des toilettes qui ont été installées, des barbecues, des jeux de boules. Donc tout ça est à la fois beaucoup plus vert, en été en tout cas, et beaucoup plus attractif pour les familles. Donc ça, c'est vraiment important. Nous sommes portés acquéreurs, la commune s'est portée acquéreur des terrains du parking extérieur de la Daille, avec ambition à terme d'avoir une vraie gare routière enterrée avec des parkings également, et possibilité pour les gens qui arrivent de se renseigner auprès des agences, pour récupérer leurs clés, d'avoir des renseignements. Donc une vraie ambition, une vraie vision de territoire, qui est à 10-15 ans, hein, il faut être honnête aussi avec les gens, mais maintenant on en a la maîtrise foncière, voilà notre vision. Donc cette gare routière, je pense que c'est le début d'une histoire pour Val d'Isère qui va permettre d'améliorer nos mobilités intra-communes et aussi vers l'extérieur, puisque je vous rappelle qu'on a créé les navettes pour aller à Tignes et que les navettes du département et de la région, pardon, entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère vont maintenant être toute l'année. Toute l'année, on va avoir des rotations à des tarifs très attractifs pour les gens de Val d'Isère entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère et la vallée. Voilà les améliorations que porte cette gare routière. Une fois de plus, c'est un travail collectif. Imaginez que Val d'Isère, tout seul dans son coin, va améliorer tout ce qui se passe en aval, c'est-à-dire qu'en descendant entre ce qui se passe le long avec les tunnels, et puis après plus bas au niveau de la route qui passe par Sainte-Foy, c'est Bourg-Saint-Maurice, et plus généralement tous les transports, c'est un travail collectif. J'ai eu la chance dans cette mandature d'assumer le rôle du président du SCOT tarentaise,
schéma de cohérence territoriale, et j'ai rencontré mes 30 collègues maires de Tarentaise. C'est assez chronophage, mais c'est passionnant, et c'est une problématique qui doit être menée de manière collective. Le lobbying qu'on fait, qui commence à porter ses fruits, d'abord auprès de la région. Je l'ai dit juste précédemment, pour avoir des transports réguliers, c'est une compétence régionale entre la vallée et les communes, parce qu'il ne s'agit pas que de Val d'Isère, mais ensuite auprès de la SNCF. Alors ça arrive tout doucement, hein. Pendant la saison d'hiver, la SNCF Trafic récupère des rames un peu partout en France pour améliorer l'accès à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier aux Deux-Savoie. Donc ça veut dire qu'ils sont gagnants, ils ne font pas ça juste pour nous faire plaisir, ils gagnent de l'argent avec ça. Donc améliorer ces mobilités, y compris ferroviaires et routières également, eh bien ça c'est un combat collectif, d'où l'importance de ne pas rester dans les deux pieds dans le même sabot, et puis d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de travailler de manière collective. Ça c'est chronophage. Je l'ai dit, hein, le rôle d'un maire, c'est évidemment de s'occuper de ses habitants, de leur bien-être, de leur prospérité, de leur bonheur, mais ça ne se décide pas que dans le village. Il faut avoir l'intelligence de sortir du village pour aller mettre en avant les problématiques locales et de le faire de manière collective. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à retenir. Et puis, et ça c'est aussi un problème collectif à Val d'Isère, la grosse problématique des bouchons et des afflux importants, elle est le samedi. Eh bien nous, en tant qu'hébergeurs pour ceux qui le sont, en tant qu'école de ski pour ceux qui le sont, d'essayer de proposer des produits qui permettent aux gens d'arriver le vendredi ou d'arriver le dimanche, ce qui évitera la plus grande cohue. L'idée qui consisterait à dire qu'on va créer des grandes routes qui arriveraient jusqu'à chez nous, des autoroutes jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, est une idée saugrenue, ça ne se fera jamais. D'abord parce qu'on n'en a pas la place, c'est des financements qui sont immenses, énormes. Le travail qui est porté, c'est quand même sur un deuxième tunnel au niveau du Pont-Seran, juste à la sortie de Moutier, ou à l'entrée de Moutier, sur dans quel sens on vient. Rappelez-vous, on l'a vite oublié, mais l'année dernière, le 8 février, ce rocher qui tombe et qui coupe la route à une semaine des débuts des vacances scolaires. Voilà, donc il y a un travail collectif qui sera mené au niveau ingénierie, mais sans doute aussi au niveau financement, au niveau de ce qu'on appelle les pays de Tarentaise-Vanoise, c'est-à-dire les 5 communautés de communes de la Tarentaise, avec une pression mise évidemment sur l'État, pour là créer ce deuxième tunnel qui me paraît juste le minimum pour sécuriser l'accès à notre belle vallée en hiver comme en été. Je vous l'ai dit, il y a 2 ans, on a commandé auprès d'un cabinet qui nous a accompagnés, qui s'appelle Utopia, les bilans carbone de Val d'Isère. Et voir ce que, en termes, parce que la France est engagée dans une démarche, l'Europe s'est engagée dans une démarche, donc nous, chacun à notre niveau, on doit suivre cette démarche-là. Le bilan carbone de Val d'Isère, il n'est pas très bon, puisqu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent de loin, et du coup, ça ternit un peu notre image, donc on a fait des gros efforts localement. J'ai parlé quand même, on a des victoires, ces bus électriques, c'est quelque chose de vraiment important. Le fait que toutes nos dameuses fonctionnent au HVO, en cette période de crise sur les carburants, je vous promets que c'est quelque chose d'important, hein, le HVO, donc c'est des carburants qui sont d'origine végétale, donc qui permettent de baisser notre bilan carbone. Les liaisons, on vient de parler juste avant des transports, les liaisons de bus qui ont été mises entre Tignes et Val d'Isère, l'ambition d'avoir à terme ce que j'appelle une liaison à pied sec entre nos 2 communes, ça c'est vraiment important. Et puis la démarche Flocon Vert qui hélas, des fois, fait sourire un peu les gens, mais c'est dommage. C'est quelque chose d'important. Les gens qui nous accompagnent là-dessus, Mountain Riders, c'est des gens qui sont passionnés, qui ne sont pas là pour nous stigmatiser, nous montrer du doigt, ils sont là pour nous accompagner. Donc, c'est une forme de tuteur. Et donc, tout ce qui a été introduit dans tous les services de la commune par rapport à cet objectif de flocon vert, on en a un, on aimerait le renouveler. Si on pouvait en avoir un deuxième, il faut être ambitieux. Pourquoi pas un 3e flocon, puisqu'il y a 3 flocons. Aucune destination de montagne, il y a 3 flocons verts. Mais nous, on aimerait déjà conserver le nôtre, ce qui n'est pas gagné d'avance. Il faut avoir cette sensibilité. On peut penser ce qu'on veut, mais le climat change, on est observé, on est regardé. Et donc, du coup, ça me paraît extrêmement important, mais de renforcer ces actifs, pas faire du greenwashing et faire des actions qui ne sont pas vraiment sincères, mais le faire dans toutes nos actions, nos événements, tout ce qui est porté également par Vivaldis au niveau de tout ce qui est le développement durable, c'est extrêmement important. Voilà, chaque petit pas compte, il n'y a pas que des grandes choses à faire, chaque petit pas compte et c'est l'affaire de tous, au niveau des déchets aussi, au niveau du tri. C'est vraiment très important qu'on soit sensible nous et qu'on sensibilise nos visiteurs, puisque ce qui fait notre attraction, c'est quand même la qualité, notre qualité paysagère, et puis essayer d'avoir un village qui soit le plus propre possible,
Voilà, on va aussi refaire notre centrale d'épuration. J'en parle parce que ça n'intéresse pas grand monde, mais c'est bien dommage. 28 millions d'euros d'investissement. 28 millions d'euros d'investissement pour qu'on ait une centrale d'épuration qui soit au niveau, justement, de notre ambition. Et puis parce que c'est des normes et des contraintes qui nous sont imposées par l'Europe. Des travaux importants qui vont nous permettre d'avoir une centrale d'épuration qui soit au niveau de Val d'Isère. J'ai commencé cette interview en remerciant Radio Val, Marty, Agathe d'avoir organisé cette interview et puis d'avoir fait participer les Avalines et les Avalins à la construction de cette interview et aux questions qui sont posées. J'aurais préféré, vous le savez, pour pouvoir échanger directement avec le leader de la liste, Mathis Reversade, Réveil Avalin, pour pouvoir échanger directement avec eux, parce que je trouve que c'est quelque chose qui permet de s'éclaircir. Là, on a eu une campagne extrêmement léchée sur les réseaux sociaux, bien marketée, etc. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est discuter, échanger, confronter les idées, ne pas être d'accord, toujours dans la convivialité. Moi, je trouve que c'est un maître mot, mais vraiment, c'est important. Val d'Isère est à la croisée des chemins. Voilà, moi je suis maire depuis 6 ans, au conseil municipal depuis 30 ans. Certains pourront dire que ça fait longtemps, mais ça me permet de bien connaître les dossiers. Et ces 6 années d'expérience, elles m'ont permis de progresser, c'est très clair, mais aussi de connaître tous les dossiers clés qui sont à traiter, et il y en a de nombreux. On les a évoqués au cours de cette interview, le contrat de DSP, les Jeux Olympiques, la construction du face-à-face, l'application du PLU, mais la révision aussi de l'ensemble de nos délégations de services publics. C'est valable pour le CHO, qu'est-ce qu'on en fait? C'est valable pour le centre aquasportif, comment on l'exploite? C'est valable pour les parkings, on en a parlé également, on a à peu près balayé toutes les possibilités. Et donc il faut regarder, à mon avis, Val d'Isère avec les lunettes de l'avenir, et pas avec les lunettes du passé. Il ne faut pas oublier d'où on vient, qui on est, mais il faut se projeter. Moi, je suis extrêmement optimiste pour l'avenir de Val d'Isère. Ce n'est pas qu'un business. Là, on parle d'élections municipales avec des vrais gens, avec des gens qui vivent ici et qui ont des problématiques. On n'est pas un parc d'attractions non plus à Val d'Isère. On a cette espèce d'exception, cette renommée mondiale incroyable. Il faut la préserver, mais chausser les bonnes lunettes pour voir au loin. Évidemment, c'est un opticien qui vous dit ça, mais être protecteur de notre population, mais pas nostalgique. Voilà. L'avenir qui est devant nous est un avenir souriant. Il faut juste le mener avec le souci de l'intérêt général. Et moi, ce à quoi je m'engage, et ce que j'ai démontré depuis 6 ans, c'est d'être vraiment à fond pour les Avalins, pour Val d'Isère, pour notre village, pour notre destination, avec un engagement incroyable, fatigant des fois, il faut être clair, mais avec une énergie que je trouve en moi, qui est liée au fait que je suis arrivé ici il y a 41 ans comme saisonnier. Ce village m'a tout donné, j'ai rencontré mon épouse, mes enfants sont nés là, je n'habite qu'ici à l'année. J'habite à Val d'Isère 12 mois sur 12, c'est quand même quelque chose qui est important pour bien s'occuper du village. Voilà, je ne triche pas, je suis à fond et tout va bien se passer pour Val d'Isère si vous nous faites confiance. Merci.